Bonjour à tous et à tous pour ce webinaire vaccination spécial sur le thème « Tout ce que vous avez voulu savoir sur le vaccin en osant le demander ». Ça faisait un mois qu'on ne s'était pas retrouvés. Depuis, il y a eu beaucoup d'informations, de contre-informations, de complexité sur le vaccin. Et donc, on va essayer de faire le tour de force dans l'heure qui vient, de pouvoir éclaircir tout ce qui doit être éclairci. La parole est à Catherine Pogam. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 7e webinaire, un mois après le dernier, avec effectivement pour celui-là un concentré d'informations, de nouvelles données et de nouveaux points à partager. Je remercie nos fidèles intervenants qui sont là à chaque webinaire, avec un remerciement pour Jean-Daniel Lelièvre, pour Sandra Fournier, et puis un grand remerciement aux équipes de la communication qui s'occupent d'organiser ces webinaires. Et sans plus attendre, je propose qu'on donne la parole pour la première séquence de ce webinaire à Jean-Daniel Lelièvre, qui va nous parler des dernières actualités scientifiques de ces dernières semaines, qui a été relativement riche. Merci Catherine. Donc, je vais centrer ces actualités sur la problématique des variants et sur les questions relatives à la tolérance des vaccins, avec ce qui s'est passé évidemment autour d'AstraZeneca. Donc, on va commencer par les questions qui tournent autour des variants, avec beaucoup d'informations, et vous allez voir des messages qui peuvent sembler parfois contradictoires et difficiles à comprendre, et je vais vous expliquer un petit peu les données que l'on a et pourquoi parfois les messages semblent contradictoires ou pas d'ailleurs. La première chose, c'est de regarder donc quelle est l'efficacité in vitro de la vaccination sur les différents variants qui nous posent problème. Alors, ces différents variants qui sont appelés variants VOC, pour Variant of Concern, ceux qui posent des problèmes en termes épidémiologiques. Vous savez qu'on a le variant anglais qui porte le petit nom de B117, le variant sud-africain qui porte le nom de B1351 et le variant brésilien qui porte le nom de P1. Quand on regarde tout en haut, la figure du haut, c'est la représentation de l'interaction du virus avec son récepteur l'ACE2, et on voit qu'il y a 3 mutations sur ces variants qui vont faire que leur sensibilité éventuellement à la réponse anticorps va changer. Et parmi ces 3 mutations, il y en a une qui pose un petit peu plus de problème, c'est la mutation 484, qui est portée à la fois par le variant sud-africain et le variant brésilien. En bas, sur cette diapositive, sont représentées l'augmentation la diminution de l'efficacité de la réponse immunitaire des anticorps après vaccination pour les différents variants. Sur la partie gauche, on voit que finalement, cette diminution de l'efficacité n'est pas très importante avec le variant anglais, que ce soit chez les gens qui ont été déjà infectés par la Covid-19 ou les gens qui ont été vaccinés. Par contre, sur la partie, les 2 schémas de droite, vous pouvez voir que cette diminution d'efficacité in vitro de la réponse immunitaire à la fois post-infection en rose ou en réponse aux différents vaccins en bleu, en jaune ou en orange est source de beaucoup plus d'inquiétude, une diminution plus importante pour les variants sud-africains et les variants brésiliens. Donc, une diminution de l'efficacité des vaccins in vitro sur ces 2 variants brésiliens et sud-africains. Diapositive suivante. Est-ce que pour autant ceci est corrélé à ce que l'on observe in vivo? Vous allez voir que c'est assez simple finalement pour le variant anglais, puisqu'on voit assez peu de diminution de l'efficacité de la réponse immunitaire in vitro, et dans les essais cliniques ou en vraie vie, on voit que les vaccins sont très efficaces contre ces variants anglais, que ce soit dans des études post-vaccinales ou d'études de l'efficacité des vaccins en vraie vie dans des endroits où le variant anglais est particulièrement présent, que ce soit au Royaume-Uni ou en Israël. Alors, pour les variants sud-africains et brésiliens, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, on a beaucoup moins
de données. On a des données un petit peu plus importantes pour le variant sud-africain, mais beaucoup moins pour le variant brésilien. Alors, pour le variant sud-africain, vous voyez, je vous ai représenté là, on a les résultats de 4 études. Il est important de savoir que pour 2 de ces 4 études, ce sont des données préliminaires, soit sous la forme de ce qu'on appelle des préprints, donc des articles qui sont publiés mais qui n'ont pas été revus par des pairs, soit simplement des communiqués de presse qui évidemment sont des données encore plus fragmentaires. Si on regarde tout d'abord l'efficacité du vaccin AstraZeneca, première ligne, on voit que l'efficacité qui a pu être observée est assez médiocre, voire nulle, puisqu'elle est de 10%. Mais il est important de comprendre ici que ce qui a été étudié dans cette étude, qui est un essai clinique, c'est l'efficacité de ce vaccin contre les formes légères à modérées et uniquement chez les sujets jeunes qui avaient 30 ans. Et là, on n'a pas du tout d'efficacité. Pour le vaccin Janssen, il semble que ce soit beaucoup plus important, puisque l'efficacité est de 52%, allant de 30 à 67,4%. Et là, c'est contre des formes plus importantes, plus sévères, modérées à sévères, voire à critiques. Donc, une efficacité qui est importante et qui est assez peu différente, finalement, de l'efficacité qu'on trouvait avec ce vaccin contre les autres souches du SARS-CoV-2. Avec le vaccin Novavax, on a à peu près le même niveau d'efficacité, mais attention, vous pouvez voir que les intervalles de confiance vont de 19 à 80, c'est-à-dire qu'on a une efficacité ici jugée dans un essai clinique qui est de 60%, mais avec une possibilité que dans la vraie vie, l'efficacité soit entre 20 et 80%. Enfin, avec le vaccin Pfizer, on a une efficacité, semble-t-il, de 100% contre les formes symptomatiques. C'est des données qui ont été publiées sous la forme d'un communiqué de presse, une étude clinique menée chez 800 volontaires, 400 avaient reçu le vaccin, 400 avaient reçu un placebo, et on avait 9 infections dans le groupe vaccin, 0 dans le groupe placebo. C'est un très petit nombre de sujets, donc il n'est pas sûr que l'efficacité au final soit 100%, mais il semble quand même qu'il y ait une efficacité qui soit maintenue. Alors, le variant brésilien, appelé variant P1, là, on a assez peu de données. On a des données uniquement avec le vaccin Janssen. Et vous voyez qu'avec le vaccin Janssen, l'efficacité est de 66,2%, donc finalement à peu près équivalent à ce que l'on peut observer avec le variant sud-africain. Donc, pour synthétiser l'ensemble de ces données, pas du tout d'inquiétude avec le variant du Royaume-Uni. Avec le variant sud-africain, semble-t-il une diminution de l'efficacité avec le vaccin AstraZeneca, mais attention, c'est des formes très particulières uniquement des sujets jeunes. Et pour les autres vaccins, globalement, quand même, une conservation de l'efficacité de ces vaccins contre ces deux types de variants, donc des résultats assez rassurants et assez pertinents. Diapositive suivante. Donc ici, exceptionnellement, je vous ai présenté des résultats chez l'animal qui sont évidemment un petit peu loin de ce que l'on peut voir chez l'homme, mais simplement pour vous expliquer que dans l'interprétation qu'on va avoir de toutes ces données, il faut toujours se méfier. Ici, vous avez des hamsters qui sont un hamster syrien, qui sont un très bon modèle de l'infection par le SARS-CoV-2, qui ont été vaccinés avec le vaccin d'AstraZeneca, qui ont reçu 2 doses du vaccin AstraZeneca, et on a infecté ces hamsters par voie intranasale, soit avec le variant anglais, soit avec le variant sud-africain. Ce que l'on peut voir tout en haut en petit a, les deux figures avec les petits cercles bleus, c'est la réponse simplement anticorps contre ces 2 variants, et on voit qu'elle est très importante. Quand vous regardez en petit b, vous avez deux groupes de points. En orange, c'est la réponse anticorps neutralisante contre le variant anglais, et en bleu, la réponse neutralisante contre le variant sud-africain. Et là, vous voyez qu'il y a une très grande différence. Même si on avait des anticorps, il semble que ces anticorps, en termes d'activité neutralisante, soient très importants contre le variant anglais, mais complètement effondrés et complètement inefficaces avec le variant sud-africain. Si on regarde maintenant les 2 autres parties, les 2 autres figures sur lesquelles je vais passer très rapidement, qui montrent que finalement l'efficacité sur le contrôle de la charge virale est efficace, quel que soit
la souche qui a infecté le hamster pour regarder uniquement les photos qui sont, à mon avis, le plus parlant. On voit sur ces photos que quand on a vacciné les hamsters avec le vaccin d'AstraZeneca et qu'ensuite on les a infectés, que ce soit avec le variant sud-africain ou avec le variant du Royaume-Uni, eh ben, c'est les deux figures de droite. Dans les hamster control, on voit que les poumons sont complètement détruits par l'infection. Et par contre, dans les figures qui sont à gauche, on voit que le vaccin protège. Donc, dans le modèle animal, le vaccin protège très bien, alors même que l'activité neutralisante ne semble pas majeure. Au total, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une activité neutralisante qui est très importante, on peut être rassuré, mais quand elle est très basse, ce n'est pas forcément une raison d'être inquiet. Il peut y avoir d'autres mécanismes qui vont induire une protection. Diapositive suivante. Enfin aussi, une bonne nouvelle concernant les gens qui avaient un antécédent d'infection. Pourquoi? Parce qu'on sait que maintenant, une seule dose est intéressante et pertinente pour restaurer et pour assurer le maintien d'une immunité d'anticorps neutralisants à large spectre. Et on sait que cette dose va être aussi suffisante pour induire une activité neutralisante contre les variants. Et on le voit sur cette diapositive. Je vais vous demander de vous concentrer uniquement sur les points rouges et sur les points ou les carrés roses et noirs. Vous voyez ici une activité neutralisante du sérum de sujets qui ont été infectés par le SARS-CoV-2 6 mois auparavant. Et vous voyez en noir sur les petits carrés noirs que les sujets, ces patients qui ont été infectés, gardent une certaine activité neutralisante contre la souche Wuhan, qui était la souche historique du SARS-CoV-2. Quand on fait une seule dose de vaccin, on va sur les petits ronds noirs qui sont sur la partie droite de cette diapositive et on voit une augmentation très importante de cette activité neutralisante qui est bien supérieure d'ailleurs à celle qui est obtenue après 2 doses vaccinales chez des gens qui n'avaient pas d'antécédent d'infection. Ce qui est intéressant dans cette publication récente dans Science, c'est que si vous regardez cette fois-ci les petits carrés roses qui sont juste à côté des noirs, vous voyez qu'après une infection initiale par une souche Wuhan, et finalement, à 6 mois d'une infection, on a assez peu de défense contre une infection contre une souche sud-africaine, ce qui peut expliquer notamment ce qui s'est passé en Afrique du Sud, des réinfections qui ont été vues en Afrique du Sud ou au Brésil. Mais replaçons-nous maintenant sur la partie droite de cette diapositive, cette fois-ci sur les ronds roses. Et vous voyez qu'une seule dose de vaccin, ici c'est les vaccins ARN de Pfizer et Moderna, on a une augmentation très importante de l'activité neutralisante et donc on va avoir une protection y compris contre des souches qui n'étaient pas celles qui vous avaient infecté initialement. Diapositive suivante. Les actualités en termes de disponibilité de vaccins, vous savez que maintenant un 4e vaccin est disponible, c'est le vaccin Janssen dont on va reparler un petit peu plus tard. C'est un adénovirus 26. L'efficacité, on vient de le voir, est conservée entre les différentes souches, variant entre 52 et 74% sur l'ensemble des infections symptomatiques et sur les formes sévères. Vous voyez quelque chose qui est conservé entre 82, 73, 78% en fonction des souches. Donc, un vaccin qui est très intéressant en termes d'efficacité et qui a l'avantage d'être donné sous la forme d'une seule injection et de pouvoir être conservé très longtemps à des températures aux alentours de 4 degrés, donc qui ne pose pas les problèmes de conservation des vaccins ARN. Il y a un début de rolling review avec le vaccin Sputnik dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, mais qui nécessite vraiment d'être revu par le MA, le vaccin Novavax qui est un vaccin protéique et le vaccin CureVac qui est un nouveau vaccin ARN. Diapositive suivante. Donc, dans cette deuxième partie, on va se centrer sur ce qui a fait aussi l'actualité de ces dernières semaines, qui sont les données de pharmacovigilance qui ont été obtenues avec le vaccin AstraZeneca et l'étude de la balance bénéfice-risque avec ce vaccin. Alors, pour replacer le problème, je voulais rappeler qu'il ne s'agit pas de thromboses au sens large qui ont posé problème avec ce vaccin. On ne parle pas de phlébite, on ne parle pas d'embolie pulmonaire,
mais de thromboses très particulières du fait de leur localisation, essentiellement cérébrale, mais également abdominale, avec des thromboses notamment splanchniques, associées souvent avec une thrombopénie. Elles surviennent environ 14 jours après la vaccination, uniquement la première dose. Pourquoi? Parce qu'on a eu très peu de vaccination avec 2 doses avec ce vaccin, donc on ne sait pas du tout ce qui se passe après 2 doses. Et la plupart des cas signalés sont survenus chez les femmes de moins de 60 ans. En date du 4 avril, les données consolidées font état de 169 thromboses cérébrales, donc 42% avec une évolution fatale, et 90 avec une thrombocytopénie. 53 thromboses splanchniques, donc 23 avec thrombocytopénie. Tout ceci est à rapporter évidemment au nombre de doses administrées qui était de 34,4 millions de doses administrées. Alors, on ne connaît pas à l'heure actuelle le mécanisme exact qui est associé à la survenue de ces thromboses particulières. On a évoqué que ce puisse être les vaccins en général, mais on n'a pas retrouvé ça, notamment avec les vaccins ARN messagers. On a pu faire évoquer des problèmes d'inflammation aiguë, mais ça semblait peu probable. Par contre, il existe des anticorps activateurs de plaquettes dirigés contre le PF4 et qui imitent cliniquement la thrombocytopénie auto-immune qui est induite par l'héparine. Et ceci est présent dans cette publication chez l'ensemble des sujets qui avaient été étudiés, mais qui ne semble pas être présente chez l'ensemble des cas que je vous ai rapportés un petit peu plus haut. Alors évidemment, le rôle ensuite du vecteur a été envisagé, le rôle du vecteur de l'adénovirus de chimpanzé du vaccin AstraZeneca. Et vous le savez, le 13 avril, on a eu une conférence de presse de la FDA qui rapportait 6 cas identiques, dont un décès, avec le vaccin Janssen pour 6,8 millions de doses administrées. Et je vous rappelle que le vaccin Janssen est aussi un vaccin adénoviral, d'où les discussions autour de la responsabilité éventuellement de ces vecteurs viraux dans ces phénomènes. Alors, ça, c'est le positionnement du problème. À l'heure actuelle, on a 6 cas identifiés avec le vaccin Janssen et la pause qui a été proposée par la FDA visait à justement comprendre l'importance du problème aux États-Unis et l'importance du problème éventuellement avec le vaccin Janssen. Le nombre de cas semble un petit peu plus consolidé avec le vaccin AstraZeneca. Diapositive suivante. Tout ceci, évidemment, fait réfléchir à la notion de balance bénéfice-risque. Et en gros, c'est quel est le risque potentiel d'avoir un effet indésirable avec le vaccin AstraZeneca et le bénéfice eu égard à l'épidémie de l'infection que vous pouvez avoir en recevant le vaccin. Ce sont des données très récentes que nous n'avions pas au moment où les décisions d'arrêt du vaccin et les décisions de prise de décision de reprendre une vaccination en fonction de l'âge ont été effectuées dans les différents pays et notamment en France. Donc, vous pouvez voir ici sur ces diapositives qui peuvent paraître, compliquées, mais qui finalement est relativement simple. Regardons d'abord uniquement ce qui est en orange. Et vous avez en orange le risque pour 100 000 personnes d'avoir éventuellement un effet indésirable potentiellement grave avec le vaccin AstraZeneca. Vous voyez qu'il est de 1 pour les sujets plus jeunes et qui va en fait diminuer avec l'âge et qui va de 1 à 0,2. Ce risque reste constant quelle que soit l'épidémie, l'évolution de l'épidémie, mais par contre, le bénéfice, lui, va changer en fonction, évidemment, de l'incidence de la maladie. Sur les 3 diapositives, sur ces 3 figures, vous voyez en bleu le bénéfice potentiel à être vacciné contre la COVID-19 en fonction de votre âge et en fonction, évidemment, de l'incidence de l'infection qui va de 2 pour 10 000 en haut à gauche, ensuite à 6 pour 10 000 à droite, et enfin à 20 pour 10 000 en bas à gauche. Et là, on voit très bien que, évidemment, le risque
d'admission dans une unité de soins intensifs toutes les 16 semaines, c'est-à-dire tous les 4 mois, va augmenter en fonction de l'âge. Et évidemment, on va être plus important plus vous êtes âgé, mais aussi augmenter en fonction de l'incidence de la maladie. Et donc, ces données ont fait recommander par les autorités du Royaume-Uni de ne pas faire de vaccination, de ne pas recommander la vaccination chez les moins de 30 ans lorsque l'incidence de la maladie était relativement faible, ce qui est le cas à l'heure actuelle au Royaume-Uni. Pour tous les autres cas de figure, il y a un bénéfice clair à utiliser ce vaccin qui est d'autant plus important, évidemment, que vous êtes âgé et d'autant plus important que vous avez que la maladie est présente. Ce type de données qui sont disponibles au Royaume-Uni vont être aussi disponibles pour l'ensemble de l'Europe et l'EMA est en train de travailler à nous fournir des données identiques pour l'ensemble des pays d'Europe et nous aurons des résultats de ces études le 22 avril. Diapositive suivante. Donc là, on peut répondre à quelques questions sur cette première partie. Oui, Jean-Daniel, je te propose qu'on en prenne tout de suite une qui était sur le chat, auquel je crois qu'il y a une question qui revient souvent. Est-ce raisonnable de vacciner les personnes avec une maladie auto-immune, avec l'exemple qui est souvent cité, qui est celui du lupus? Oui, alors à l'heure actuelle, il y a un bénéfice clair à vacciner les gens qui ont un lupus érythémateux aigu disséminé. Pourquoi? Parce que souvent, cette maladie est associée avec un certain degré d'immunosuppression du fait des traitements qui sont mis en place, biothérapie, corticoïdes. Ces biothérapies, ces corticoïdes peuvent être aussi à l'origine de problèmes métaboliques qui sont aussi des facteurs de risque pour des formes sévères de Covid, et alors même que le risque potentiel d'utilisation des vaccins chez ces personnes semble très faible. Donc là, la balance bénéfice-risque est évidente pour les patients qui ont un lupus érythémateux aigu disséminé. Merci Jean-Daniel. Une question effectivement sur laquelle je crois qu'on a un peu progressé sur notre niveau de connaissance, c'est la transmission du virus une fois vacciné. Alors ça, oui, il y a une étude qui est en cours, une revue de la littérature qui est en cours par l'HS pour répondre à cette question. Et il y a une efficacité des vaccins sur les formes asymptomatiques qui est moins importante que sur les formes symptomatiques, mais qui semble tout à fait intéressante. Ce que l'on essaye de vraiment comprendre au mieux, c'est est-ce qu'il y a une différence entre les différents vaccins, mais globalement, on peut dire qu'il y a une efficacité sur la transmission. Ça, on a un certain nombre de données à la fois sur des données virologiques disponibles et sur des données de transmission, par exemple, intrafamiliale. Ok, on va reprendre la question sur là aussi qui est une question fréquente qui concerne la réalisation d'une sérologie avant toute vaccination et pourquoi on ne la réalise pas alors qu'il existe des formes asymptomatiques de la Covid. Oui, c'est une vraie question auquel il est difficile de répondre à l'heure actuelle. Ce que l'on peut dire, c'est que sur les données dont on dispose, sur par exemple la réalisation d'une seule dose de vaccin après une infection, repose essentiellement sur des maladies symptomatiques. Et donc, il est plus difficile de définir quelle serait la conduite à tenir sur des formes complètement asymptomatiques de Covid-19. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on ne recommande pas de sérologie systématique. Okay. Le risque que le vaccin réactive ou aggrave des symptômes résiduels de la Covid, même si l'infection a eu lieu il y a plus de 6 mois? Ça, c'est une question à laquelle, malheureusement, on n'a pas de réponse à l'heure actuelle. Toutefois, comme je vous le montrais,
quand on regarde les taux résiduels d'anticorps à distance d'une infection de plus de 6 mois, on s'aperçoit que ceux-ci sont plutôt bas et qu'une injection vaccinale va permettre de réaugmenter de manière très importante ce taux d'anticorps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on imagine, c'est qu'un taux d'anticorps haut va être protecteur. Et donc, on a tendance à recommander, mais on n'a pas de réponse malheureusement sur cette question spécifique de la réaggravation de symptômes. Okay. Alors, les deux dernières, les recommandations concernant la vaccination des femmes enceintes, on va y revenir après. Le vaccin Johnson & Johnson, en termes d'actualité, il vient d'être autorisé, mais il n'est pas disponible pour l'instant, pour en partie des raisons que tu as citées également. Et en tout cas, il n'est pas disponible à la PHP. Est-ce qu'il fera partie des vaccins qui seront, s'il est autorisé, s'il est confirmé, est-ce qu'il fera partie des vaccins qui seront disponibles à la PHP? Pour l'instant, ce n'est pas clairement établi et dans la stratégie, j'allais dire, de déploiement des différents vaccins, c'est un vaccin qui, pour l'instant, est plus ciblé sur la ville en raison de ces différentes caractéristiques qui ont été rappelées par Jean-Daniel, sa capacité d'utilisation, une dose. Ceci ne veut pas dire qu'on n'aura pas la possibilité d'en avoir quelques doses, notamment pour certains de nos publics très particuliers, pour lesquels, là aussi, il pourrait y avoir un intérêt à pouvoir les vacciner en une dose. Et donc, la dernière question, peut-être, c'est est-ce qu'il est prévu, est-ce qu'on raisonnablement on peut penser qu'on aura à faire des rappels réguliers de ce vaccin, ou sous cette forme ou sous une autre, comme c'est le cas pour les autres vaccins, comme c'est le cas en annuel pour la grippe, par exemple? Voilà, c'est fort probable. C'est une question que se posent toutes les personnes et les institutions qui travaillent sur la vaccination Covid, l'OMS, CEPI, l'IMA, etc. Et pour lequel on est en cours de discussion sur la réalisation d'études. Et voilà, on a discuté de ça il n'y a pas très longtemps avec Odile, avec des représentants de l'OMS, du CEPI. Et il est fort probable qu'on aura besoin de faire des rappels. En tout cas, on se pose la question là pour faire rapidement des essais cliniques pour voir la pertinence de faire ces rappels. Ok, merci beaucoup. Je propose qu'on enchaîne. Alors, on ne va pas changer de voie parce que c'est toi qui vas t'en charger également sur les aspects, j'allais dire maintenant un peu plus pratico-pratiques et les dernières nouveautés en termes de stratégie vaccinale en France. Oui, merci. Donc, diapositive suivante. Donc, le point sur les indications vaccinales générales qui ont un petit peu changé suite aux modifications et aux recommandations avec le vaccin AstraZeneca. Pour les plus de 55 ans, on va utiliser le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna, les vaccins ARN, on va dire, avec ou le vaccin AstraZeneca. Pour les personnels qui vont nous concerner plus particulièrement les professions de santé ou du médico-social, eh bien, les gens de moins de 55 ans vont recevoir une vaccination avec un vaccin ARN messager. Les plus de 55 ans pourront utiliser les deux types de vaccins, Pfizer ou AstraZeneca. Lorsqu'on s'adresse aux patients les plus vulnérables, les patients à très haut risque de développer une forme grave de Covid-19 qui sont listés ici, eh ben, on va avoir les mêmes recommandations en fonction de l'âge. Par contre, pour les patients les plus immunodéprimés, transplantés d'organes solides, transplantés récents de moelle, patients avec maladie auto-immune sous traitement immunosuppresseur, notamment les anti-CD20 qui vont bloquer complètement la réponse anticorps, on va avoir recours au vaccin Pfizer. Enfin, pour les femmes enceintes et à partir du deuxième trimestre, et notamment si elles sont très exposées à un risque de contracter la Covid-19 et en premier lieu, évidemment, les professionnels de santé du médico-social, on recommande une vaccination avec le vaccin Pfizer. Diapositive suivante.
Donc, la question était évidemment sur la seconde dose pour les professionnels de l'AP-HP et notamment en fonction de savoir si ces professionnels avaient reçu de l'AstraZeneca en première dose ou un vaccin ARN. Pour le cas où elles ont reçu une première dose d'AstraZeneca, si elles ont moins de 55 ans, elles vont recevoir une deuxième dose avec un vaccin ARN, Pfizer ou Moderna, et 12 semaines après la première dose, suivant une stratégie vaccinale qu'on appelle le Prime Boost hétérologue. C'est un terme un petit peu compliqué et que j'expliquerai sur la diapositive suivante. Par contre, si les personnes ont plus de 55 ans, la deuxième dose se fera avec le vaccin AstraZeneca 12 semaines après la première dose. Il n'y a pas de modification des rendez-vous de deuxième dose déjà pris, c'est-à-dire qu'on peut évidemment ajuster. On conseille de faire 12 semaines après la première dose. Si on est entre 9 et 12 semaines, on ne remodifie pas pour ne pas complexifier la réalisation des vaccins. Si à l'inverse, les personnes ont reçu une première dose du vaccin ARN messager, Pfizer ou Moderna, ici, la seule chose qui va changer, c'est l'espacement entre les deux doses, qui est maintenant fixé à 6 semaines, 42 jours. Là encore, en ne modifiant pas trop les rendez-vous qui étaient faits pour ne pas complexifier la réalisation pratique des vaccinations. Alors, pourquoi on a augmenté ce délai? Pour pouvoir offrir le plus grand nombre de vaccinations, enfin les vaccinations au plus grand nombre, tout en sachant qu'on avait pu valider scientifiquement que de passer de 21 ou 28 jours à 42 jours ne posait pas de problème. Ça avait été une recommandation de la Haute Autorité de Santé en début d'année. Diapositive suivante. Alors, un petit focus sur ce qu'on appelle le Prime Boost hétérologue et qui a fait interroger beaucoup de gens sur, évidemment, cette attitude qui fait qu'on va, pour les gens qui ont moins de 55 ans, qui ont reçu un vaccin AstraZeneca, utiliser un autre vaccin pour la deuxième injection. Et on a entendu beaucoup de choses, on mixe les choses, on fait des choses un petit peu bizarres. Non. C'est quelque chose qui est très bien connu. Ce terme de Prime Boost hétérologue veut dire simplement qu'on utilise des plateformes vaccinales différentes pour effectuer la vaccination. Alors, on a énormément de données hors du contexte de la COVID-19. C'est une stratégie qui est très utilisée dans les contextes notamment où la réponse immunitaire est complexe à obtenir, comme le VIH ou la grippe. Il y a énormément de publications. Il y a des centaines de publications sur leur avantage en termes d'immunogénicité, voire d'efficacité clinique, et aucune donnée de problème de tolérance particulier. C'est-à-dire que vous avez un vaccin X qui a zéro problème de tolérance, un vaccin Y qui a zéro problème de tolérance. Ce n'est pas en les combinant que vous allez avoir un problème de tolérance particulier. Il faut savoir qu'il existe déjà un vaccin avec une AMM qui repose sur une stratégie de Prime Boost hétérologue, c'est-à-dire qu'on n'a pas exactement le même vaccin pour la première injection et la deuxième injection. C'est le vaccin anti-Ebola de Janssen qui utilise en première injection le vaccin Zabdeno, qui est un vecteur adénovirus 26, et en deuxième injection, le vaccin MVA-BA, qui est un vecteur MVA, c'est-à-dire un autre vecteur viral de type poxvirus. Alors, qu'en est-il dans la COVID-19? Il faut savoir déjà que le vaccin Sputnik, qui est développé par Gamaleya en Russie, est un vaccin qui repose sur ce type de stratégie, puisqu'on va utiliser deux vaccins différents pour les deux injections, un adénovirus 26 et ensuite un adénovirus 5. Il y a des données de plus en plus importantes dans les modèles animaux qui montrent que quand on combine deux vaccins différents pour la première et la deuxième injection, eh bien, on a une efficacité qui est plus importante en termes d'immunogénicité. Et dans le modèle chez le singe, un avantage également en termes de protection contre la maladie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les modèles, notamment chez la souris, on a déjà étudié ce que l'on va faire de fait chez l'homme, c'est-à-dire le vaccin d'AstraZeneca suivi d'un vaccin ARN. Enfin, il existe un essai clinique anglais de phase 2 qui étudie cette stratégie de Prime Boost hétérologue avec le vaccin AstraZeneca et le vaccin Pfizer. On met l'un avant, l'autre après, où on met les deux vaccins
utilisés sous forme homologue ensemble, c'est-à-dire AstraZeneca, Pfizer, Pfizer, AstraZeneca, 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 Pfizer, Pfizer, et on a deux intervalles de doses. On sait que maintenant, plus de 400 patients ont été inclus dans cet essai et on n'a pas eu de retour pour l'instant sur l'efficacité, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Et en tout cas, aucun signal en termes de tolérance. Au total, c'est une stratégie qui est pertinente, qui est déjà utilisée hors de la COVID, sans problème de tolérance relevé, en cours d'évaluation pour la COVID-19. Et c'est pour ça qu'on l'a proposé naturellement dans le cadre des deuxièmes injections après AstraZeneca. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'après une première injection, il était difficile de ne proposer qu'une seule injection qui ne permettait pas d'avoir une protection au long cours et qu'il paraissait difficile d'imaginer que de faire deux injections avec le même vaccin pose moins de problèmes de tolérance qu'une seule injection. Donc, il fallait bien proposer une solution, mais qui, vous voyez, repose quand même sur des données scientifiques qui sont assez solides. Diapositive suivante. Enfin, des indications pour des publics plus spécifiques. Alors, concernant les patients immunodéprimés sous traitement immunosuppresseur, le comité de l'orientation vaccinale, qui est le comité d'Alain Fischer, a proposé qu'une troisième dose du vaccin ARN puisse être réalisée chez les personnes sévèrement immunodéprimées. Cette troisième injection doit intervenir 4 semaines au moins après la deuxième, ou dès que possible pour les personnes qui auraient déjà dépassé ce délai. La liste, même si les modalités pratiques semblent claires dans ce qu'a défini le comité Fischer, la liste des patients semble moins claire. La HAS est en train de travailler sur justement la redéfinition des cas où la vaccination à l'heure actuelle pourrait poser des problèmes de non-efficacité, c'est-à-dire les patients, chez quels patients immunodéprimés. On a quelques données de la littérature, mais elles restent assez fragmentaires. Et c'est un sujet de recherche important sur lequel est en train de se pencher le professeur Odile Lenay. Il n'y a pour l'instant pas de recommandations spécifiques dans d'autres populations, comme les insuffisants rénaux chroniques non dialysés, les patients atteints de cancer, les patients atteints de maladies auto-immunes sous d'autres traitements immunosuppresseurs, puisque ici, les traitements immunosuppresseurs étaient des anti-CD20 ou des anti-métabolites. Enfin, pour les patients âgés en EHPAD USLD, le délai entre les deux doses reste à 21 jours. Diapositive suivante. Merci Jean-Daniel. On attaque effectivement du coup les questions. Je vais peut-être du coup t'en poser une avant d'attaquer les aspects plus très pratico-pratiques. Sur l'allongement des délais entre, c'est l'avant-dernière, partant de la fin, l'allongement des délais entre deux injections pour les vaccins ARN, c'est-à-dire que maintenant c'est 42 jours au lieu des 28, concerne-t-il tous les publics? Alors, tu as déjà expliqué que pour les personnes des EHPAD du SLD, on restait à 3 semaines, mais est-ce que tout le monde est à J42? Alors, pour l'instant, la recommandation aussi initiale était de ne pas prévoir cet allongement pour les patients immunodéprimés. Ok. Ensuite, peut-être, alors des aspects très pratiques. Dois-je prendre ou reprendre un rendez-vous pour programmer ma deuxième injection? Quelle est la marche à suivre? Alors, normalement, donc soit le rendez-vous est pris et on ne le modifie pas et on se rend à la date et au jour qui est prévu, soit le rendez-vous n'est pas pris. Et dans ces cas-là, effectivement, on prend un rendez-vous à 12, alors je suppose que c'est du post-AstraZeneca, et on prend un rendez-vous pour autour de 12 semaines après la date de la première injection. Est-il obligatoire de recevoir une deuxième dose Pfizer si j'ai moins de 55 ans et ai reçu une première dose AstraZeneca? Il y a effectivement, et ça a été une question qui a été posée aussi par du côté des référents vaccination, qui étaient certaines personnes qui disent mais moi, je préfère avoir une dose d'AstraZeneca en deuxième injection. Non, c'est
c'est une recommandation, c'est pour donner la possibilité d'offrir le vaccin Pfizer en deuxième injection chez les gens qui ont moins de 55 ans, mais il n'y a absolument aucune obligation. Et si les sujets préfèrent recevoir une deuxième dose d'AstraZeneca, évidemment, ils se verront offrir une deuxième dose d'AstraZeneca. Ok. Concernant, moi je pense que les injections de 2 injections différentes, tu as vraiment détaillé le sujet, les explications et les données qui existent sur la pertinence de cette stratégie. Et puis une question qui est j'allais dire, un classique, mais c'est important d'y répondre. Si j'ai contracté la Covid après ma première injection, dois-je maintenir la deuxième injection? Non, notamment, il y a des gens qui ont, qui l'ont contracté dans les 15 jours qui suivent leur première injection. Non, on ne maintient pas la deuxième injection qui est repoussée 3 à 6 mois plus tard, comme n'importe qui aurait fait la Covid-19 sans avoir été vacciné. D'accord, donc en fait, on fait comme si finalement la vaccination, elle redémarre avec l'infection et donc 3-6 mois plus tard, il y a bien une injection. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Il y a une question qui rejoint un peu ça. Hein, donc, personne de 55 ans qui a déjà eu la Covid 4 mois avant la vaccination et qui a été vaccinée par l'AstraZeneca et qu'il est nécessaire de faire la seconde injection, sommes-nous mieux protégés? Donc, la réponse est non, c'est une injection également. Je vous propose de passer la parole à Sandra Fournier qui va nous faire un point sur où nous en sommes à la PHP sur notre vaccination. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, un petit point sur l'état de la vaccination. Diapositive suivante, merci. Donc, sur cette courbe que vous connaissez bien, qui illustre le nombre de vaccinations quotidiennes, donc ça, il s'agit des premières injections, en orange chez les patients, en bleu foncé chez les personnels de l'AP-HP et en bleu plus clair. En première injection, dont 60 000 patients, près de 56 000 personnels de l'AP-HP et plus de 36 000 professionnels non AP-HP. Diapositive suivante. Ici, on voit les personnes qui ont reçu 2 injections, donc une vaccination complète. On obtient donc un nombre total de 60 000 personnes qui ont reçu une deuxième injection. Et si on additionne aux 150 000 précédentes, on a plus donc de 210 000 personnes qui ont été vaccinées à la PHP, qui ont reçu des injections. Non, tu n'as pas 210 000 personnes. 210 000 injections. Oui. 210 000 vaccinations réalisées à la PHP, injections de vaccins réalisées à la PHP, ce qui montre en tout cas l'effort des équipes vaccinales et on peut saluer l'efficacité de tous les référents vaccination qui se sont mobilisés dans tous les hôpitaux. Si on s'intéresse notamment au personnel de la PHP, on voit qu'il y en a près de 20 000 qui ont reçu 2 injections de vaccins. Diapositive suivante. Donc, quand on regarde plus en détail, ça représente 55% du personnel de la PHP qui est aujourd'hui vacciné avec une première dose et 20% donc qui ont reçu 2 doses. En termes de catégorie professionnelle, il y a 23 500 personnels paramédicaux qui ont été vaccinés, ce qui représente 40% des effectifs paramédicaux, 16 500 médecins, soit 77% des effectifs médicaux, et 19 000 personnels techniques et administratifs vaccinés, soit 44% des effectifs. Diapositive suivante. Donc ici, on voit l'état des lieux des infections Covid chez les professionnels de la PHP. Depuis février 2020, on a plus de 15 000 personnes qui ont été infectées par la Covid dans nos hôpitaux, qui travaillent dans nos hôpitaux. Et si on s'intéresse plus particulièrement à la période depuis janvier 2021, ça représente 4 275 professionnels de la paix qui ont été infectés par la Covid.
La courbe du dessous illustre l'évolution des infections selon les catégories professionnelles qui sont les mêmes que celles dont on vient de montrer les couvertures vaccinales. Donc la courbe rouge, c'est l'évolution des infections, des taux d'infection chez les personnels médicaux, la courbe bleue chez les personnels paramédicaux et la courbe grise chez les personnels non soignants, donc techniques et administratifs. Et ce qu'on voit dans les dernières semaines, c'est que les populations qui actuellement sont plus souvent infectés que les autres sont plutôt les personnels paramédicaux, ce qui doit nous pousser à renforcer encore la prévention et la vaccination dans ces catégories professionnelles. Diapositive suivante. Ici, cette courbe illustre l'évolution du nombre d'infections dans la population en Île-de-France, c'est la courbe rouge, et chez nos professionnels de la PHP, la courbe bleue. On voit que lors de la deuxième vague, sur la gauche de la diapositive, les courbes étaient vraiment superposées avec une échelle qui est évidemment différente. À gauche, vous avez l'échelle pour la population en Île-de-France et en bleu, à gauche, à droite, pour les personnels de la PHP. Et on voit que depuis le 8 février, les courbes se sont dissociées alors qu'elles étaient parfaitement d'évolution parallèle au début de cette deuxième vague. Et donc, une des explications possibles est que la couverture vaccinale est très différente dans les deux catégories de population, puisqu'elle était hier soir de 14% en Île-de-France et donc de 55% chez les professionnels de la PHP. Et on peut ainsi estimer un nombre de cas évités. Si on regarde la période entre le 8 février et le 4 avril, on a identifié un peu plus de 2500 personnels qui ont été infectés et on peut estimer qu'on a évité environ 2400 cas chez les personnels avec un intervalle de confiance qui est large, qui va de 1800 à 3000. Mais même si on était à 1800 cas infectés, c'est déjà un beau succès. Diapositive suivante. Tout ça nous pousse à renforcer la prévention et les dépistages. Les mesures de prévention, on les connaît, il faut continuer à les appliquer et Jean-Daniel Lelièvre a bien rappelé que la vaccination ne protège pas totalement et que donc les mesures de protection comme la désinfection des mains, du matériel partagé, le masque qui doit être porté en continu ou appliquer une distanciation physique dès lors que le masque ne peut pas être porté, aérer les salles de réunion, les salles de pause, notamment quand il y a des personnes qui enlèvent leur masque. On doit continuer à appliquer ça le plus rigoureusement possible. L'autre élément de la prévention, c'est les dépistages. Il reste indiqué, même chez les personnes vaccinées, dès lors qu'il y a des symptômes évocateurs de Covid qui apparaissent, même s'ils sont mineurs, ou lorsqu'on a été en contact avec un cas de Covid. Et puis, on est en train de développer progressivement à la PHP, dans les hôpitaux de la PHP, des dépistages salivaires qu'on souhaite proposer de façon répétée, itérative, hebdomadaire, de façon à ce que les personnels puissent se faire dépister avec moins d'inconfort que le prélèvement nasopharyngé. La salive, le dépistage dans la salive a l'intérêt d'être à la fois sensible, efficace et de permettre de donc renouveler plus régulièrement ces dépistages. Et puis la vaccination doit être poursuivie parce qu'on voit qu'on a encore une marge de progression, notamment chez les personnels paramédicaux, les personnels techniques, administratifs. Donc il faut qu'on continue à vacciner dans les jours et semaines qui viennent. Diapositive suivante. Les questions, les questions sur les doses pour vacciner professionnels. Donc, on reçoit très régulièrement des doses en fonction de qui sont effectivement le volume est dépendant du volume des livraisons nationales et des orientations qui sont faites. Actuellement, on est la semaine dernière, on avait de l'ordre de 5500 doses possibles. Cette semaine, on a augmenté à 10 000 doses sur la semaine pour les professionnels. Et on voit que, donc ceci se fait progressivement, mais on voit que progressivement, on a 55% de la population professionnelle qui est vaccinée, donc des choses qui progressent.
Peut-être une question qui me semble être pour Sandra. Je suis vaccinée, est-ce que je dois continuer à me faire dépister? Alors, comme on l'a dit, effectivement, la vaccination protège des formes graves, mais ne protège pas totalement des formes asymptomatiques ou faiblement symptomatiques. Donc, si on a le moindre symptôme, il faut se faire dépister, même si on est vacciné. De même, si on a été en contact avec un cas de Covid, il faut se faire dépister selon les indications habituelles. Et puis, pourquoi pas se faire dépister régulièrement, même si c'est effectivement peut-être moins prioritaire que quelqu'un qui ne serait pas vacciné lors des dépistages salivaires qui sont organisés dans les hôpitaux. Ok, merci. Une question peut-être pour Jean-Daniel. J'ai été vaccinée avec les 2 doses et j'ai tout de même été infectée par la Covid. Est-ce normal? Alors, excuse-moi, j'ai eu un problème là. Tu étais… j'ai pas entendu la question. Pas de problème. C'est la dernière question de la slide. J'ai été vaccinée avec les 2 doses et j'ai tout de même été infectée par la Covid. Est-ce normal? Normal, je dirais oui et non. Enfin, si vous regardez, ça dépend déjà de ce qu'on appelle infecté par la Covid. Je vous rappelle que dans les essais cliniques, l'efficacité n'est pas de 100%, et notamment sur les formes symptomatiques. Là où l'efficacité semble la plus importante et supérieure à 90%, c'est sur les formes très sévères, mais il n'est pas inattendu d'avoir des Covid peu sévères après une vaccination. Voilà, eu égard au nombre de gens qui ont été vaccinés en France, avec une efficacité qui va être de 85 ou 90%, vous avez encore 10% de gens, malheureusement, qui vont être infectés. Merci Jean-Daniel pour cette précision. Effectivement, ce n'est pas complètement 100%, même si on est sur des formes, par contre, soit asymptomatiques, soit moins graves. Alors, on a tout un set de questions qu'on retrouve aussi sur le chat qui concerne la vaccination pour les proches des professionnels, comme ce qui avait pu être fait dans le week-end du 4 au 7 mars. Et actuellement, on n'a pas de date ou de nouvelles séquences qui soient prévues, pour être très clair. Pour autant, on essaye de voir avec l'ARS si on a bien compris et perçu que cette démarche et cette session avait été positive y compris pour les personnels eux-mêmes. Et donc, on est en train d'essayer de voir s'il va être possible d'avoir des doses de vaccins qui nous permettraient de relancer une séquence similaire. Si je peux me permettre, Catherine, sur la vaccination des proches, c'est une question qui est importante auquel on est en train d'essayer de répondre avec l'HAS pour le cas particulier des immunodéprimés qui ne répondraient pas à la vaccination, de pouvoir avoir cette vaccination dite de cocooning, où on va vacciner autour pour faire une barrière pour protéger. Donc ça, ce sont des réflexions en cours et pour lesquelles on va faire des recommandations très prochainement. Ok, oui, je pense que ça, c'est un point important. Et puis, il y a la question, travaillant en unité Covid, est-il possible de faire bénéficier sa famille proche de la vaccination? Ça reprend la réponse que j'ai faite précédemment sur les proches des professionnels. Et c'est vrai que là, quand on voit maintenant les courbes sur la diminution du risque d'infection chez les personnels qui sont vaccinés à plus de 55%, on voit que cette vaccination des professionnels de la paix a vraiment du sens et est associée à des effets extrêmement intéressants. Alors, juste, je crois qu'il y a une dernière question là sur le chat. Sur la sérologie. C'est l'année en fin d'année. Oui, il y a une question sur le chat qui est si on s'est fait vacciner en février, est-ce qu'on devrons nous refaire vacciner en fin d'année? Ça reprend un peu ce que tu as évoqué, c'est-à-dire la nécessité d'avoir potentiellement des rappels qui seront adaptés peut-être aux nouvelles formes circulantes. Je vous propose du coup qu'on s'en arrête là. Je remercie à nouveau la direction et les équipes de la direction de la com pour la mise en place de ce 7e webinaire. Je remercie également, désolé, j'ai un chat dans la gorge. Je remercie également Sandra a souligné
l'implication des référents vaccination sur chaque site, sans qui les chiffres qu'on obtient actuellement n'auraient pas été possibles. Je remercie également les différentes PUI avec un rôle majeur des pharmaciens dans cette vaccination et puis un rôle central de l'AGEPS dans la distribution pour l'AP et hors AP également d'un nombre très important de doses. Et donc, je vous remercie de votre attention à tous. Vous pouvez retrouver les documents sur l'espace vaccin info Covid et puis le chat avec la foire aux questions qu'on essaie de tenir à jour régulièrement avec les réponses qu'on tient à jour régulièrement et avec grande attention. Et merci Charlotte. Et, et je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Vous avez vu que 56% des personnels de l'AP sont vaccinés, que ça va continuer. Vous n'avez pas vu, mais il y a un hôpital où 96% des médecins sont vaccinés dans cet hôpital. Ceci est à la portée de tout le monde. Il faut que ça continue. Le chiffre important, et c'est la belle courbe qui montre qu'on aurait pu et qu'on a probablement évité environ 2500 contaminations parmi nos personnels et par rebond parmi les proches de ces personnels. Donc, c'est des éléments majeurs. Continuons, puis on verra comment on essaye d'évoluer en fonction des variants pour essayer d'avoir la plus forte protection de tous. Merci infiniment.